Dans la vidéo qui suit, 3 étudiantes échangent sur leurs réponses à certains items du TAM 3. Chacune des étudiantes représente de façon dominante un des 3 niveaux métalinguistiques définis dans le TAM 3. Ainsi, le niveau ML0 indique un manque d'analyse ou une analyse insuffisante. Le niveau ML1 signifie une analyse pertinente mais encore incomplète et unilatérale. Finalement, le niveau ML2 indique une analyse à la fois pertinente et exhaustive, avec une recherche de cohérence dans l'argumentation. Au cours des interactions, on remarquera comment les positions des différentes participantes se rencontrent et s'opposent, et comment l'animatrice essaie de favoriser leur avancement vers un degré plus élaboré de conscience métalinguistique. Le principe de base, qui est supposé favoriser la prise de conscience métalinguistique, s'appuie sur les décalages et les contrastes entre les points de vue des participantes. Commençons par un item tiré de l'épreuve de compréhension. Oui, on était donc dans les relations temporelles, puis ça disait les phrases suivantes comportent des relations de temps entre 2 événements. Indiquez si l'on trouve la même relation de temps dans les 2 phrases et expliquez ce qui vous permet de répondre ainsi. Donc, c'était la consigne initiale. Je vais commencer avec vous. Je vais vous demander de lire votre réponse aux 2 phrases. Donc, juste à lire les phrases aussi, on avait... Parfait. Le futur est déjà présent. Une autre phrase, le présent contient déjà le futur. La première phrase met l'accent sur le fait que le futur est déjà présent. Donc, l'emphase est mise sur le futur qui est contenu dans le présent. La deuxième phrase met l'accent sur le fait que le présent contient le futur. Donc, l'accent est mis sur le présent qui est le contenant dans lequel est contenu le futur. La réponse de ML0 est intuitive et vague. La différence entre le futur et le présent est seulement évoquée et n'est pas explicitée. Les différences et les similarités linguistiques pertinentes entre les 2 énoncés ne sont pas identifiées ou ne le sont que de manière superficielle ou répétitive. Elles ne sont pas non plus systématiquement analysées et expliquées. Les 2 phrases ne sont pas comparées systématiquement et le sens des 2 phrases n'est pas établi. D'accord. Donc, pour vous, les relations temporelles sont différentes selon ce que vous nous dites. Puis, la différence, principalement, se situe, ce que vous semblez dire, au niveau de l'emphase. Oui. OK. Comment vous défendez cette position-là de dire l'emphase, elle n'est pas au même endroit? Bien, dans la première phrase, on mentionne le futur en premier. Dans la deuxième phrase, c'est le présent qui est mentionné en premier. D'accord. Puis, c'est ça. Dans les 2 phrases, il y a le futur et le présent qui sont dans les 2 phrases. C'est juste la différence, c'est lequel vient en premier. De positionnement oui, au niveau de la phrase. L'inversion syntaxique, on pourrait dire. La reformulation de l'animatrice pour nommer ce qui constitue l'une des différences essentielles entre les 2 énoncés par le positionnement dans la phrase amène ML0 à prendre une approche plus linguistique pour souligner la différence entre les 2 phrases. ML0 reformule son analyse en termes linguistiques plus précis pour reprendre l'idée d'un positionnement différent entre les mots futur et présent par la formulation toute simple, l'inversion syntaxique. C'est ce qui explique pour vous le fait que l'emphase, elle est différente dans les 2 phrases, puis que les relations temporelles sont différentes. Oui. D'accord. On va y aller ici avec votre réponse. OK. Pour moi aussi, c'était différent, les relations temporelles. Donc, j'explique en disant « La première phrase met plutôt l'emphase sur le futur, alors que la seconde priorise le présent en utilisant « déjà ». Les 2 phrases signifient la même chose, mais la façon de le présenter suggère la vision d'une façon différente. ML1 met aussi en évidence la différence entre l'accent mis sur le futur et sur le présent dans les 2 énoncés, en donnant toutefois une explication partielle des raisons de cette différence. ML1 mentionne la présence de l'adverbe « déjà », qu'elle interprète comme accordant une priorité au présent dans la seconde phrase,
mais n'approfondit pas suffisamment son analyse. L'accent mis sur le futur et sur le présent dans la première phrase n'est pas expliqué. Les différences et les rapprochements lexicaux, syntaxiques et sémantiques des deux énoncés ne sont que partiellement soulevés et certaines ambiguïtés dans l'analyse subsistent. ML1 n'établit pas le sens qu'elle donne aux deux phrases. Puis le déjà, vous me dites que le déjà, c'est lui qui vous sert, en fin de compte, d'argument pour dire que l'emphase est mise sur le présent. Le déjà, est-ce que vous voyez d'autres éléments avec le déjà ou d'autres rapprochements qu'on pourrait faire entre les deux phrases? La question de l'animatrice a pour but d'amener ML1 à analyser les deux énoncés en les comparant de manière plus systématique et en attirant l'attention de ML1 sur l'adverbe temporel déjà, qui est présent dans les deux phrases. L'intervention a aussi pour objectif de permettre à ML1 de saisir les similarités entre les deux énoncés tout en permettant à ML1 de réajuster et d'approfondir sa réflexion. Bien, elles sont construites exactement de la même façon. Donc, le futur, on a le groupe nominal avec le déjà. Même chose pour la deuxième phrase. L'intervention de l'animatrice permet à ML1 d'orienter son attention sur la construction syntaxique des deux phrases et permet à ML1 d'identifier des similarités linguistiques pertinentes entre les deux énoncés. L'échange vise à permettre à ML1 d'amorcer une réflexion plus approfondie sur les différents éléments linguistiques dans les deux phrases pour permettre à ML1 de construire une interprétation sémantique clairement explicitée et pertinente des deux phrases. D'accord. OK. Il n'y a pas autre chose. OK, on va y aller ici avec la réponse ici. Ok, moi j'ai marqué, c'est une différence temporelle. La différence est sur deux niveaux. Le futur, en cotation, est le sujet dans la phrase 1, tandis que le présent est le sujet dans la phrase 2. Le verbe être dans la phrase 1 veut dire que le futur est déjà présent actuellement, tandis que le verbe contenir dans la phrase 2 laisse entendre que le futur fait partie du présent. La première phrase donne l'impression d'un moment fixe où le futur a commencé à faire partie du présent, tandis que la deuxième phrase donne l'impression que c'est un niveau temporel continu, que le futur fait partie du présent en tout temps. La réponse de ML2 est complète et l'analyse systématique. ML2 repère les éléments pertinents des différences essentielles entre les deux phrases. Le futur est le sujet dans la première phrase et le présent est le sujet dans la deuxième, ainsi que les nuances de sens entre les verbes être et contenir. ML2 compare systématiquement ces différences et établit des interprétations sémantiques pertinentes et clairement explicitées. Évocation d'un rapport temporel différent en termes de niveau temporel fixe et continu. D'accord. Donc, OK. Je suis d'accord avec les deux autres personnes. J'ai juste expliqué un peu différemment en parlant des verbes. ML2 relève que ce qui constitue l'une des différences fondamentales entre son analyse et celle de ML0 et ML1 est qu'elle a juste expliqué un peu différemment en parlant des verbes. ML2 entame une auto-réflexion sur la nature de son propre raisonnement et identifie le fait que son analyse est centrée autour de la signification des verbes être et contenir. ML2, sans l'exprimer en termes précis et en sous-estimant la valeur de sa réflexion, révèle l'approche plus linguistique de son analyse métalinguistique. Oui, donc vous notez le verbe être et le verbe contenir. Il y a une différence qui se situe à ce niveau-là aussi. Oui, ça m'a marqué dans les deux phrases parce que contenir, pour moi, ça veut dire que, comme j'ai dit, ça fait déjà partie. Ça fait partie en tout temps. Tandis que le futur est déjà présent, pour moi, c'est que
c'est tout de suite, ça arrive là. ML2 profite de l'intervention de l'animatrice pour reformuler en d'autres termes la nuance temporelle entre les verbes être et contenir, préalablement énoncés en termes de moment fixe et niveau temporel continu. OK, donc c'est la nuance entre le verbe être et le verbe contenir. Oui. OK, donc dans le verbe être et dans le verbe contenir, on a des petites nuances par rapport à la signification en tant que telle. Puis le déjà, qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, par rapport au déjà? Ici, il a été relevé aussi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire? L'animatrice attire à nouveau l'attention sur l'adverbe temporel déjà qui est présent dans les deux phrases afin d'entamer une réflexion sur le fait que la présence de l'adverbe temporel déjà ne permet pas d'établir une valeur de vérité univoque de l'identité temporelle dans les deux phrases. Déjà... Oui, la présence du déjà dans les deux phrases vous suggère quoi? Le présent contient déjà le futur. On voit déjà le futur, donc à ce moment-là, il est déjà contenu. Ça commence pas, c'est déjà fait, puis il est déjà présent. Donc, le futur est déjà là aussi. C'est sûr qu'il est là dans les deux phrases, donc ça vient un peu les rassembler, en même temps de les différencier avec être et contenir. Ça rassemble et ça différencie Oui, en même temps. ML0 entame une réflexion sur la difficulté de considérer le continuum temporel qui existe entre les deux phrases en mettant en lumière le rapprochement possible entre les deux réalités temporelles avec l'adverbe déjà. Elle réfléchit également sur la différenciation temporelle possible entre les deux phrases, avec la présence des verbes être et contenir qui semblent présenter certaines nuances de sens. ML0 est plus systématique dans son approche et s'appuie maintenant sur les éléments linguistiques préalablement soulevés pour amorcer sa réflexion. Donc, est-ce qu'on peut dire que les relations temporelles, dans le fond, la valeur de vérité de ces sens de phrase-là, elle n'est pas univoque. Autrement dit, il n'y a pas juste un sens d'interprétation puis de le voir. Est-ce qu'on peut dire ça? Je verrais plusieurs sens, c'est ça. Le futur est déjà présent, donc le futur, on le voit déjà qui s'en vient, ou il est déjà là en ce moment, ou il fait partie de tous les jours. On dirait que je verrais plusieurs niveaux de le futur est déjà présent. Puis le présent contient déjà le futur. Bon, mais on est dans le présent, puis on voit déjà le futur, ou on aspire déjà au futur. Êtes-vous d'accord? Oui. Excuse. Oui. Moi, je vois ce que tu as dit. Le futur est déjà... Le mot « déjà », ça donne l'impression, maintenant que je le relis, là, ça rapproche les deux phrases pour moi. Parce que le futur est déjà présent, ça veut dire qu'il est déjà avec nous. C'est peut-être pas un moment fixe. Le « déjà », il le rend peut-être plus continuel comme d'autres phrases. Puis, c'est comme vous avez dit, aussi, on construit notre futur un peu avec le présent. Le présent est déjà... le présent contient déjà le futur, ou le futur est déjà présent, c'est qu'on le construit, notre futur, dans le présent. On est toujours en train de construire, dans le fond. Ben, je vais peut-être plus loin que la phrase, mais ça dépend dans le contexte aussi qu'on va le lire. ML2 amorce également une réflexion qui va lui permettre d'approfondir et d'élargir son analyse initiale suite aux commentaires de ML0 concernant le rapprochement possible de la réalité temporelle avec l'adverbe « déjà » présent dans les deux phrases. ML2 nuance et élargit maintenant son analyse initiale d'une opposition sémantique entre un moment fixe et un moment continu, en considérant maintenant la possibilité d'un rapport temporel plus complémentaire entre les deux phrases. Cette nouvelle perspective amène ML2 à réélaborer le sens des deux phrases en termes d'une construction constante du futur à partir du présent.
Donc, c'est ça, il y a plusieurs sens qu'on peut y donner. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de dire qu'il y a différentes... façons de le Oui, voir? oui. Oui, parce que pour moi, en fait, les deux phrases se ressemblent vraiment beaucoup. Ils veulent dire la même chose. Mais oui, on pourrait voir que présentement, on voit le futur, on peut penser au futur, mais présentement, on construit notre futur. Donc oui, ça peut être vu de différentes façons. ML1 s'appuie maintenant sur l'analyse de ML2 pour finalement établir, elle aussi, une réflexion sur un sens commun possible entre les deux phrases en termes de construction du futur. Oui, d'accord. Donc, il y a différents éléments sur lesquels votre attention s'est attirée, s'est posée, puis ça nous permet de voir les différentes facettes là, de comment on peut le percevoir, pas juste dans un sens, mais dans plusieurs sens finalement. La participante ML0 passe à un niveau ML1 en démontrant une approche linguistique plus formelle au cours de la discussion. L'analyse des unités linguistiques pertinentes qui étaient inexistantes au tout début de la discussion s'est développée de manière évidente pour ML0. En effet, ML0 arrive à nommer de façon claire et précise l'inversion syntaxique des mots futurs et présents dans les deux phrases et met en relief ainsi le rôle joué par cette inversion dans l'accent mis sur le futur et sur le présent dans les deux phrases. ML0 amorce une recherche de sens des deux phrases par l'analyse plus formelle des éléments linguistiques saillants en comparant systématiquement les unités linguistiques des deux phrases, la présence de l'adverbe « déjà » qui rassemble et les verbes « être » et « contenir » qui différencient. L'analyse de ces unités est bien amorcée mais demeure partielle et la signification des deux phrases reste encore obscure pour ML0. La progression de ML1 se situe dans l'amorce d'une réflexion plus explicite sur le sens des deux phrases en s'appuyant sur les réflexions de ML2 en termes de construction du futur. ML1 amorce une analyse plus approfondie de la valeur temporelle de l'adverbe « déjà » présent dans les deux phrases. Analyse qui n'était que superficielle et intuitive au départ. L'intervention de l'animatrice amène ML1 à remarquer des indices qu'elle n'avait pas préalablement perçus et ML1 approfondit graduellement son analyse des similarités linguistiques entre les deux phrases. Bien qu'encore partielle, l'analyse de ML1 est plus centrée sur les éléments linguistiques pertinents. Il reste toutefois pour ML1 à considérer et à approfondir tous les éléments linguistiques pertinents dans les deux phrases afin d'interpréter de manière plus personnelle et plus convaincante le sens des deux phrases. La participante ML2 aborde la tâche de manière systématique et formelle. Dès le départ, ML2 repère les unités linguistiques pertinentes, l'inversion syntaxique des mots futurs et présents, ainsi que l'utilisation des verbes être et contenir. De plus, ML2 amorce systématiquement une réflexion à propos de ces unités. Cette approche à la fois linguistique et psychologique permet à ML2 de tirer une première conclusion convaincante concernant la signification légèrement différente des deux phrases en termes de moment fixe et niveau temporel continu. Lorsque l'animatrice répète simplement les fondements de son analyse centrée sur les verbes être et contenir, ML2 reformule systématiquement, une seconde fois, le sens donné à ces verbes, mais en termes différents. ML2 reconnaît aussi qu'il peut exister d'autres interprétations possibles du sens des deux phrases en s'appuyant sur les réflexions de ML0. Ainsi, elle élargit et affine ses conclusions pour y inclure le rapprochement possible du continuum temporel tel que suggéré par ML0 avec la présence du déjà pour y voir une identité temporelle davantage continue en y associant l'idée d'un futur qui est constamment en construction. Finalement, ML2 est la seule à verbaliser sa démarche d'analyse tout en effectuant une réflexion pertinente sur l'approche plus linguistique de son analyse métalinguistique.
Poursuivons avec un paragraphe tiré de l'épreuve d'acceptabilité. Dans le texte suivant, vous trouverez un certain nombre de fautes. Indiquez-les, corrigez-les et justifiez chacune de vos corrections. Donc, on identifie l'erreur, on la corrige et on la justifie. Pourquoi on l'a corrigée de cette façon-là? OK? Nous, aujourd'hui, on va commencer à Colonel Fillmore et on va terminer à Soldat immédiat. Et je vais vous inviter à relire ce que vous avez noté comme erreur dans ce bloc-là. Puis après, on va en discuter. Donc, est resté... il y avait de son bureau. Moi, j'ai changé pour dans son bureau. OK. J'ai dit mauvaise utilisation de préposition. OK. Ici? Ça aussi, je l'ai changé. J'avais écrit dans son bureau ou près de son bureau parce que l'expression rester de n'existe pas. OK. L'expression rester de n'existe pas. OK. Pourquoi l'expression rester de n'existe pas? En fait, c'est Oui, c'est ça. Dans le fond, comment vous justifiez ce que vous me dites, c'est finalement? ça. En fait, c'est plus l'utilisation de la préposition de qui n'est pas à sa place, qui n'est pas nécessaire, en fait, dans cette phrase-là. OK, dans cette phrase-là. Puis, c'est quoi les éléments qui vous permettent de dire ça dans la phrase? C'est que ça fait pas de sens. Le colonel Fillmore est resté de son bureau, ça ne nous indique rien. Est-ce qu'il était à l'intérieur de son bureau, à côté de son bureau, derrière son bureau, sous son bureau? Oui. Sur son bureau! Ça nous indique pas du tout l'endroit où il est. Ça ne donne pas d'informations. Non, vraiment pas. OK. Et puis, ici, est-ce qu'on avait relevé la même erreur? Oui, exactement la même chose. OK. Puis, avec l'injustification, on peut voir? C'est parce que moi, j'ai marqué « il ne vient pas de son bureau », parce que le verbe avant, c'était pas « il vient de son bureau ». Il est, si c'est le verbe être, j'ai marqué « il est dans son bureau ». Dans son bureau? Oui. OK. D'accord. Donc, on dit qu'on corrige le « de » pour le « dans » parce que le choix de préposition n'est pas bien choisi, parce que ça ne nous donne rien comme information. C'est ça. À ce moment-là, quand on dit « ça ne nous donne rien comme information », l'information qu'on recherche, Et là, on voulait un lieu. C'est Donc, ça. moi, c'est pour ça que j'ai mis dans, donc à l'intérieur de son bureau. Ah, OK. Ouais. D'accord. On est d'accord? Oui, exactement. Oui. OK. C'est ça. Donc, OK, on continue. On poursuit. Et donc, il a regardé par la fenêtre vers la direction nord. Moi, j'ai changé vers pour dans, donc dans la direction nord. Là, j'ai dit, on utilise regarder dans la direction. OK. On utilise regarder dans la direction. Pour vous, est-ce que le vers la direction, ça a été... Je l'ai souligné, mais je ne l'ai pas indiqué. il n'a pas été indiqué? Mais si je l'ai souligné, oui. OK. Je suis d'accord. Puis il vous a fatigué, Oui. mais vous ne l'avez pas indiqué. C'est ça. OK. Puis pour vous? Moi, j'ai marqué, je l'ai changé pour « vers le nord ». Et la OK. raison, c'était parce que c'était répétitif, direction et nord. On regardait vers le nord, on n'avait pas besoin de dire en plus de la direction nord. D'accord. Donc, il y a une répétition de sens, en Oui. fin de compte, ici. Je viens de voir, j'ai changé une dernière chose aussi. Et il commençait à ressembler à des soldats immédiats. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai pas aimé ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ben, je crois que c'est parce qu'on parlait des fourmis, des bandes de points noirs qui se déplaçaient comme des fourmis en sa direction. Puis après, on parle des soldats. Évidemment, on sait que c'est des soldats qui s'en viennent. Mais moi, j'ai juste changé immédiat. J'ai pas aimé ce mot-là. J'ai changé pour tellement ils avançaient vite. OK, donc vous, le immédiat a été remplacé. Comment la phrase a été construite? Corrigée? Moi, j'ai dit vers la forteresse et ils commençaient à ressembler à des soldats tellement ils avançaient vite. OK. Donc, le immédiat a été remplacé par tellement ils avançaient vite. Oui. OK. Parce que, je sais pas, immédiat, Il accrochait. oui, Ouais. OK. ça me Moi, dérangeait. D'accord. je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire, des soldats immédiats. Fait que je l'ai pas changé, mais ça ne voulait vraiment rien dire pour moi. Il y a quelque chose qui accroche. Immédiat, là... Êtes-vous d'accord? Oui, parce que c'est comme si soldat immédiat, c'est comme si immédiat avait aucun lien avec tout le reste. Je comprends que ça peut commencer à ressembler à des soldats, mais pourquoi le immédiat?
Donc, j'ai eu un petit peu le même raisonnement que moi. Ben, c'est comme j'ai dit, je trouvais que c'était bizarre ce mot-là. Pour moi, le sens, c'était vraiment que il commençait à ressembler à les soldats qui étaient vraiment proches, dans le fond. D'accord. Donc, je comprenais le sens immédiat. C'est peut-être juste pas le bon adjectif. D'accord. Ça prend un autre. Si ça prendrait Je n'ai un pas autre... encore remplacé. C'était ma question. Si Ouais. ça prendrait un autre adjectif, lequel pourrait faire du sens dans le contexte actuel? Est-ce qu'on a des propositions? Mettons, commencer à ce moment à ressembler à des soldats ou je sais pas. Si on faisait juste, la question c'est si on fait juste remplacer immédiat par un autre adjectif. Oui, si on le remplace, on Ok. dit qu'il n'est pas adéquat comme Ok. adjectif. Quel adjectif on pourrait remplacer si on devait... À de vrais soldats. À de vrais soldats. OK, Ah. si on le C'est relit. plus il avançait, plus il Ouais. commençait à ressembler à de vrais soldats. Mhm. Est-ce que vous êtes... on a une proposition ici à de vrais Oui, soldats? Est-ce que sauf c'est- que c'est pas un adjectif, mais oui, ça Ok. serait, Ouais. ça aurait plus Ça- sa place que immédiat. Oui, OK. je suis d'accord. Dans l'ensemble, la discussion permet aux participantes d'étayer leurs réponses en intégrant les processus de catégorisation et de contextualisation essentiels pour une justification d'ordre métalinguistique jugée complète et pertinente. On peut remarquer dans les réponses des participantes une forte tendance à omettre l'une ou l'autre des composantes lorsqu'elles ne sont pas carrément absentes. On voit apparaître à quelques reprises des explications de nature purement esthétique, parce que ça ne fait pas de sens, ou encore on utilise regarder dans la direction. Les reformulations, les mises en confrontation et les demandes de justification additionnelles de l'animatrice sont alors extrêmement utiles pour aider les participantes à approfondir leur justification. D'un point de vue métalinguistique, on peut remarquer la tendance de ML2 à tenter de considérer toutes les facettes et les alternatives possibles d'un problème donné. Ceci est particulièrement visible lors de la discussion concernant l'utilisation de l'adjectif immédiat pour qualifier le nom soldat. Alors que ML0 et ML1 choisissent d'ignorer l'élément qui pose problème, ML2 a d'abord opté pour une tentative de remplacement axée sur le sens donné à immédiat, remplaçant ainsi immédiat par « tellement ils avançaient vite ». C'est également ML2 qui, suite aux discussions entre l'animatrice et les autres participantes, reconfirmera sa compréhension exacte du sens donné à l'adjectif immédiat dans le contexte. Elle propose de changer l'adjectif qui pose problème pour un autre adjectif. Au final, ce sera ML0 qui, fortement aidé de ML2 et ML1, proposera l'alternative correcte de remplacer soldat immédiat par de vrais soldats. Cet exemple démontre bien la flexibilité plus grande dont fait preuve ML2 dans l'analyse de toutes les alternatives grammaticales possibles. Enfin, regardons les échanges à propos d'un item tiré de l'épreuve de langage figuré. On va relire la consigne aussi pour se replacer dans le contexte. Donc, slogan publicitaire. Vous trouverez ci-dessous des slogans publicitaires tirés de journaux et d'annonces publicitaires. L'objet auquel ils font référence est indiqué à côté de chaque slogan. Indiquez comment ces slogans devraient être compris et justifier l'utilisation des mots qui les composent. Donc, dans le premier, nos fatigues, nos stress, puis Et le objet produit. annoncé, eau minérale. D'accord. Donc, moi, j'ai écrit, on constate que le no est considéré comme le non, en anglais no. J'ai mis donc, cela signifie que les créateurs de ce produit veulent mettre l'emphase sur les bienfaits de ce produit, qui sont pas de fatigue et pas de stress, tout en utilisant le mot eau dans le no, afin de faire un rappel du produit qui donne ces bienfaits.
ML0 a compris le message publicitaire et la référence à l'anglais, mais ne démontre pas une compréhension des différents mécanismes à la base de ce mélange anglais-français. La lecture phonétique de « no » et de son rôle dans le sens de la phrase est seulement évoquée et n'est pas approfondie. ML0 n'examine pas comment se construit l'humour du slogan et explique seulement la relation entre le slogan et son objet. D'accord. Ici, on va y aller avec votre... Mon explication ressemble beaucoup à la tienne, mais la tienne est plus complète en fait. Donc, j'ai dit que c'est pas une phrase qui serait considérée comme cohérente dans un texte écrit en français. Cependant, dans cette publicité qui annonce de l'eau minérale, No, N''EAU, est écrit de cette façon pour rappeler l'élément central de la publicité, mais pour le comprendre, on doit le lire en anglais. No fatigue, no stress. Donc, pas de fatigue, pas de stress. ML1 amorce une analyse un peu plus complète de ce mélange anglais-français, autant du point de vue morphologique que syntaxique. ML1 fournit un bon début d'analyse sur le décalage visuel sonore, mais également sur le mélange anglais-français. ML1 remarque de manière pertinente l'inadmissibilité de la structure grammaticale française sans établir toutefois de manière explicite son lien avec la référence à une structure grammaticale anglaise correcte. C'est à peu près la même chose. Ce slogan se sert du mot « o » pour faire un jeu de mots. No fatigue avec le N''EAU, no stress, n'est pas une forme grammaticale correcte. No fait illusion au mot no en anglais ou non en français et veut dire pas de fatigue, pas de stress. Ce slogan veut faire croire que l'eau minérale a la capacité de réduire la fatigue et le stress en écrivant no ou non avec la négation N' et le mot O. Ce slogan vise à marquer le mot O dans l'esprit des gens pour qu'ils pensent à boire de l'eau et plus précisément l'eau minérale. C'est une façon de capter l'attention des gens et de faciliter la rétention d'un message. L'analyse des différents niveaux de l'utilisation du mot « eau » dans le slogan est complète. L'analyse de ML2 est plus pointue et dirigée vers les manipulations linguistiques qui sont à la base de la construction de ce slogan au point de vue morphologique. ML2 effectue un bon début d'analyse de l'usage de la négation et de la construction syntaxique de cette expression, qui ne lui apparaît pas dans une forme grammaticale correcte en français. D'accord. Donc, pour vous, l'impact du slogan vient également, ce que vous relevez du no, no? Oui, c'est ça? Mm-hmm. OK. On relève le no, no. On dit ici, à l'écrit en français, ça n'a pas de sens. Il faut le lire en anglais. Est-ce qu'on voit d'autres éléments quand on le regarde, là? Dans les mots qui sont utilisés, on parle de la phrase qui est grammaticalement incorrecte. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mais je pense que c'est comme j'ai dit à la fin, c'est vraiment un jeu de mots pour que les gens s'en rappellent. Mm-hmm. Parce que c'est facile de s'en rappeler de no fatigue, no stress. Ça se répète bien, ça se rappelle bien, donc c'est pour ça. OK. C'est un beau jeu de mots. Oui, un jeu de mots, OK. Est-ce que... On a aussi des doubles sens. Si on le lit en anglais, no fatigue, no stress, donc pas de fatigue, pas de stress. Quand on le lit en français, on voit l'eau, donc on sait que c'est l'eau. Vous m'avez dit. C'est l'eau qui ne cause pas de fatigue et pas de stress. Donc, on le voit, dans le fond, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'on le voit à l'écrit, on voit le « o » en français, à l'oral. OK. Il y a comme plusieurs comparaisons, là, écrit, oral, français, anglais. ML0 met en lumière de manière plus abstraite les différentes manipulations effectuées afin de créer ce slogan. Elle parle des décalages entre l'écrit et l'oral et le français et l'anglais en termes de comparaison et de double sens, et elle les oppose directement l'un à l'autre. Dans l'ensemble, ML0 saisit mieux les mécanismes linguistiques qui se cachent derrière la création de ce slogan, et elle est plus en mesure de les identifier et de les nommer de manière plus explicite.
ML0 est plus centré sur les différents aspects linguistiques du slogan que sur le lien entre le slogan et l'objet de la publicité. Donc, dans la construction du slogan en tant que tel, qu'est-ce qui fait que le slogan a de l'impact pour vous? Ici, elle a dit c'est justement le jeu de mots avec le « o » qui fait que ça frappe, Oui, c'est ça. attire l'attention, je pense que vous aviez mentionné. Oui, la Pour répétition aussi. OK. La répétition. Oui, tu sais, de dire 2 fois no en anglais, 2 fois no, tu sais, l'eau. En français, 2 fois aussi. La question de l'animatrice qui redirige l'attention sur la construction grammaticale du slogan attire l'attention de ML0 sur un autre aspect structurel qu'elle n'avait pas nommé, soit la répétition du slogan. Elle identifie le mécanisme de répétition comme étant une clé possible dans la création d'un impact pour ce slogan. Encore une fois, l'attention de ML0 est clairement orientée davantage vers la forme et la structure linguistique du slogan afin d'établir des liens entre cette construction et l'objet annoncé. Êtes-vous d'accord? La répétition crée... Bien, la répétition, oui. Par contre, moi, je me dis que moi, si j'entendais le slogan « No fatigue, no stress », si je faisais juste l'entendre, ça me dirait rien. Il faut vraiment que je le voie. Le commentaire de ML0 amène ML1 à expliciter davantage sa pensée en lien avec le décalage visuel sonore du slogan, qui est un élément essentiel pour la compréhension du slogan. Pour comprendre qu'on parle de l'eau minérale. OK. Oui, ça prend les deux. Ça oui, prend je suis les deux. d'accord, oui. Ouais. Mais avec l'effet de répétition, effectivement, c'est probablement que les gens, ça nous... Là, j'ai pas le mot, là. ça a un plus gros impact sur nous, mais il faut vraiment le voir. ML1 arrive à mieux saisir la complexité du slogan en expliquant que ça prend les deux. Le slogan prend tout son sens seulement si on peut comprendre la mécanique linguistique derrière sa construction. ML1 est à son tour davantage centré sur les aspects linguistiques qui amènent la création d'un slogan significatif et percutant. Elle arrive à mieux déconstruire le slogan pour mieux comprendre sa mécanique. OK, donc le slogan, il prend tout son sens par rapport au produit si je le vois à l'écrit. Oui. Parce que comme ce que vous dites, c'est que si je l'entends à la radio... Oui, je vais me demander c'est quoi. Êtes-vous d'accord? Oui. Mais on va se demander c'est quoi si c'est la première fois qu'on l'entend. Si on a déjà vu l'annonce quelque part, puis après on l'entend à la radio, ça va le renforcer pareil, parce qu'on va savoir c'est quoi. Mais la première fois on l'entend, c'est sûr que... La première fois, si on entend « no fatigue, no stress », êtes-vous d'accord que... Ça fait pas au moins qu'ils expliquent Oui, c'est ça. C'est quoi, là? Mais c'est ça, le produit, quand on le voit, et les bienfaits quand on l'entend. Je trouve que c'est vraiment, les deux sont vraiment importants. OK. ML0 arrive à son tour à mieux expliciter ce décalage visuel sonore en expliquant qu'il est essentiel de lire le slogan pour comprendre le produit qui est annoncé et de l'entendre pour comprendre les bienfaits qui y sont associés. Donc, ce que vous dites, si je comprends, c'est que quand je lis la phrase, je comprends c'est quoi le produit. Puis, quand je l'entends, je vois les bienfaits. Les bienfaits, oui. D'accord. Donc, OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Oui. Oui. Oui? OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Y a-t-il autre chose? Vous avez mentionné l'aspect grammatical, non grammatical de la construction. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à la construction grammaticale? Qu'est-ce qu'on remarque? Mais ils utilisent la N apostrophe qui viennent de l'anglais aussi. On en a en français, N apostrophe, mais no fatigue, c'est vraiment un mélange de la négation et le mot o. Je sais pas. L'attention de ML2 est portée à nouveau sur l'utilisation de la négation. Elle tente de poursuivre une analyse de la négation par rapport à la construction grammaticale de la phrase préalablement amorcée. Elle n'arrive toutefois pas à clairement expliciter son point de vue.
OK, d'accord. Peut-être que Puis je peux, vous autres, je sais oui, pas si- allez-y. Je peux essayer de compléter ce que tu veux dire. En fait, en anglais, la phrase, si on l'entend, c'est une phrase en anglais. No fatigue, no stress. Je sais pas comment on dit fatigue en anglais, en fait. Là, mais Ben, ça pour se moi, comprend c'est comme vraiment ça. une phrase en anglais. Donc, Mais- la structure de la phrase, grammaticalement, pour vous, elle est anglaise. Anglais, oui. ML1 profite des indices fournis par la réflexion amorcée par ML2 pour compléter son analyse sur les aspects de la construction grammaticale. ML1 arrive à identifier la référence originale à une structure grammaticale anglaise. Par contre, en français, il faudrait dire s'il n'y a pas d'eau, no fatigue, pas de. Pas de. Moi, Pas je de. verrais ça, ouais. Pas Pas de. d'eau. Pas Mais, de. Fatigue, ouais, pas de. pas de. Mais il n'y a pas de verbe. Même si on dit pas de, Non, il n'y a c'est ça. pas de verbe. Donc, je pense pas qu'on pourrait faire une phrase grammaticalement correcte en français avec ces éléments-là. D'accord. Êtes-vous d'accord? Oui, sinon, il faudrait dire, tu sais, l'eau minérale Ouais. ne cause pas de fatigue C'est et ça. pas de stress. Il faudrait rajouter un petit Beaucoup, bout. ouais. OK. Puis à ce moment-là, vous en pensez quoi si on la mettait grammaticalement en français, là? Est-ce qu'on y arriverait Ça quoi? n'aurait pas le finalement? même impact. Là. Ça Ok. serait plus un slogan. La discussion amorcée sur la construction syntaxique de cette expression qui ne fait pas référence à une structure existante dans la langue française dirige l'attention de ML1 et ML0 vers ce qui constitue l'essence de la création humoristique de ce slogan. Elles arrivent à comprendre, à force de déconstruire et de reconstruire le slogan, que dans sa forme originale, le slogan ne veut rien dire et que si on le traduisait dans une structure grammaticale française correcte, le slogan n'existerait plus. ML0 et ML1 arrivent à comprendre la mécanique même des slogans qui sont des créations linguistiques basées sur des jeux évocateurs qui reposent sur des manipulations subtiles de mots. La participante ML0 passe d'une compréhension implicite et intuitive à une élaboration systématique des principaux aspects linguistiques à la base de l'humour de ce slogan. ML0 arrive aussi à faire une analyse systématique des références linguistiques présentes dans ce slogan en les nommant distinctement et en les opposant de manière formelle. La réponse initiale de niveau ML0 passe à un niveau ML2 en démontrant une compréhension complète des différents plans d'interprétation ainsi qu'une compréhension plus affinée des rapports entre signifiant et signifié. La participante ML1 en arrive elle aussi à un niveau ML2 de par une analyse systématique des principaux aspects linguistiques de ce slogan. Son analyse déjà amorcée sur le décalage visuel-sonore et sur le renversement des références anglais-français est maintenant approfondie et clarifiée. Elle arrive à mettre en mots la référence à la structure syntaxique originale anglaise et à comprendre le mécanisme de création d'humour dans ce slogan. La progression de la participante ML2 se situe davantage dans l'amorce d'une réflexion concernant l'inadmissibilité grammaticale de la structure syntaxique du slogan et l'usage de la négation. ML2 sait intuitivement que quelque chose ne va pas avec la formulation de la négation et la structure de la phrase, mais elle n'arrive pas tout à fait à l'exprimer clairement. La réflexion est déclenchée mais non achevée au cours de la discussion. Probablement que quelques échanges additionnels auraient permis à la participante ML2 de clarifier sa pensée et expliciter son raisonnement davantage. La participante ML2 démontre à nouveau l'attention qu'elle porte systématiquement aux différentes unités linguistiques et fait preuve à nouveau d'une approche analytique d'ordre linguistique qui lui sert de fondement pour donner son sens au slogan.
En guise de conclusion, voici quelques extraits d'entrevues individuelles avec les 3 participantes. Les extraits choisis mettent en lumière différentes facettes de la conscience métalinguistique. Toutes les participantes mentionnent l'intérêt marqué pour l'échange des points de vue avec les autres participantes, car il leur permet de mieux comprendre le point de vue de l'autre, mais aussi leur propre point de vue. Les échanges construisent donc la pensée et permettent de prendre conscience de l'importance de la forme pour atteindre le sens. Les échanges ont permis à chaque participante de mettre en branle des habiletés propres à la prise de conscience métalinguistique. Pour la participante 1, ce sont les réponses qui s'opposent qui l'ont forcée à expliciter davantage son point de vue. Cet effort supplémentaire afin de faire valoir son point de vue au cours de la discussion lui a permis de prendre pleinement conscience de l'importance d'une argumentation claire et précise. Pour la participante 2, ce sont non seulement les positions qui s'opposent, mais également celles qui se rejoignent, qui lui ont permis de mieux comprendre son point de vue. L'intérêt de l'interaction pour la participante 2 se situe au niveau de la réflexion qui découle de l'échange des positions. L'habileté à réfléchir, qui constitue l'essence même de la conscience métalinguistique, constitue l'aspect le plus stimulant pour cette participante. Quant à la participante 3, elle identifie l'habileté à déceler les nuances dans les propos et les points de vue comme étant un élément particulièrement stimulant de la discussion de groupe. L'apport de la discussion de groupe et de la participation au test TAM3 dans le développement d'une prise de conscience métalinguistique face à certains messages dans les médias est soulevé par certaines participantes. On remarque que pour la participante 1, l'interaction avec les autres participantes lui a permis de réaliser qu'il existe différentes perspectives de compréhension d'un même message. Son expérience lui a permis de mettre en lumière l'importance du choix des mots et de la manière d'exprimer un message. Elle remarque maintenant les ambiguïtés dans le langage utilisé dans les médias et comment ces ambiguïtés peuvent être traitées en prenant un certain recul face aux mots. La participante 1 soulève également son approche plus critique et analytique face à certains messages suite à son expérience. L'habileté à réfléchir sur la langue de manière plus distancée et intentionnelle est activée. La participante 3 mentionne quant à elle que sa participation au test TAM3 a eu comme effet d'accroître l'attention qu'elle porte aux jeux de mots dans les publicités. Elle indique comment son approche face aux publicités est maintenant plus axée sur le langage utilisé dans la création de jeux de mots.
On peut remarquer que la participation au test TAM3 a eu pour effet chez les participantes 1 et 3 de leur faire prendre conscience de l'importance de fournir une réponse exhaustive et leur a permis également d'identifier des moyens concrets pour y arriver. La participante 1 souligne et reconnaît l'effet de la mise en œuvre intentionnelle de ces processus sur les résultats qu'elle a obtenus en situation d'examen et d'évaluation. L'importance des habiletés métalinguistiques au niveau scolaire et de leurs retombées positives sont clairement identifiées par les 2 participantes. La participante 1 mentionne toutefois la difficulté de garder cette conscience en état d'éveil. La participante 3 souligne elle aussi l'importance de l'attention dans l'utilisation de la langue et réitère l'importance d'avoir une réflexion sur le sens véhiculé par les éléments linguistiques utilisés. Les 2 participantes reconnaissent l'influence qu'a eue leur participation au test TAM3 sur leur approche des examens et évaluations. Cet éveil cognitif de nature métalinguistique détermine déjà la performance dans des situations d'évaluation. Il est intéressant de constater que la participante 2 reconnaît la pertinence de la démarche utilisée afin d'aider à promouvoir le développement de la conscience métalinguistique. Elle identifie l'utilisation de la publicité comme une stratégie efficace pour aider le développement de la conscience métalinguistique et réalise qu'elle pourra l'utiliser elle-même dans son futur travail d'enseignante pour le bénéfice de ses futurs élèves. L'expérience personnelle de prise de conscience métalinguistique qu'elle a elle-même vécue aura des retombées sur le plan professionnel dans sa pratique enseignante. Il s'agit là d'un apport majeur de l'expérience dans son ensemble, en ce sens qu'elle a permis à la participante 2 de non seulement reconnaître l'importance des habiletés métalinguistiques, mais également de reconnaître l'importance de favoriser son développement en tant que futur professionnel dans le domaine de l'éducation.